Bonjour. Nos petits-enfants apprendront sans aucun doute dans leur manuel d'histoire la date d'aujourd'hui. Ils apprendront que le samedi 27 janvier 1973 à 11 h du matin, la guerre a officiellement cessé au Vietnam, sur le papier tout au moins. Car au moment même où, au centre des conférences internationales de l'avenue Kléber à Paris, les ministres des Affaires étrangères américains, nord-vietnamiens, sud-vietnamiens et du gouvernement révolutionnaire provisoire signaient ces accords, la guerre continuait sur le terrain au Sud-Vietnam. À quelques heures du cessez-le-feu, en effet, chaque camp tient à consolider ses positions ou à en acquérir de nouvelles. Mais parlons tout d'abord de la cérémonie de ce matin, de la signature des accords que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes. Il était 11 h. Jean-François Delassus. Le temps était brumeux ce matin, avenue Kléber. Les Sud-Vietnamiens arrivent les premiers. Le ministre des Affaires étrangères du Sud-Vietnam, M. Tran Van Lam, a été le seul à faire une déclaration. On a eu du mal à l'entendre en raison des clameurs de quelques centaines de manifestants. Par contre, des ovations accueillent l'arrivée de Mme Binh, ministre des Affaires étrangères du GRP. Mme Binh, vêtue d'un manteau noir, à col de fourrure. Puis c'est l'arrivée des Nord-Vietnamiens, M. Trinh, le ministre des Affaires étrangères, et M. Xuan Thuy. Enfin, arrivée de M. Rogers, le ministre des Affaires étrangères américain. « 11 h, l'heure fatidique arrive. Sur cette table ronde sera signée la fin d'une guerre de 30 ans. Face à face, Américains et Nord-Vietnamiens. Dans l'autre axe, les frères ennemis du Sud-Vietnam. Sur une petite table, les 4 ambassadeurs des pays membres de la Commission internationale de contrôle. Subtile entrée protocolaire par une porte des Américains et des Sud-Vietnamiens, par une autre porte des Nord-Vietnamiens et des représentants du GRP. Puis commence la longue série historique des signatures, qui consacre plus de 4 ans de négociations, une demi-heure grave et solennelle, au cours de laquelle plus de 150 signatures sont apposées au bas du texte de l'accord et de 3 protocoles d'application, ainsi que de leur traduction. Pour éviter l'apparition du nom du GRP que refusait le Sud-Vietnam, les 4 parties signent en tant que participantes à la conférence de Paris sur le Vietnam. Cet après-midi, États-Unis et Nord-Vietnam signeront à nouveau l'accord, faisant par contre mention des noms officiels de chaque gouvernement, plus un 4e protocole d'application. Tant de signatures que M. Rogers changera plusieurs fois de stylo, tandis que son voisin les mettait à l'épreuve en barbouillant une feuille de papier. Voilà, tout est fait. Les mines graves reflètent la conscience de l'importance de ce moment historique. Un sourire de M. Trinh, le ministre des Affaires étrangères du Nord-Vietnam, avant de se lever. La guerre du Vietnam prendra officiellement fin à minuit GMT, à 8 h du matin demain, au Vietnam. Il n'y aura pas de déclaration à la sortie. Pendant un cocktail, Nord-Vietnamiens et Américains ont bu ensemble le champagne. On ne sait pas si les Sud-Vietnamiens et les représentants du GRP en ont fait autant. Mais voyez les expressions de ces visages, ces sourires, ils en disent plus que de longs commentaires, sortis d'abord de M. Rogers et de M. Lam, puis de Mme Binh, dont le visage est devenu très familier aux téléspectateurs français durant ces longues années de négociations à Paris. Puis la sortie de M. Xuan Thuy et de M. Trinh, ministre des Affaires étrangères du Nord-Vietnam. Les difficultés protocolaires qu'il a fallu surmonter ce matin avenue Kléber pour ménager les susceptibilités des signataires prouvent à quel point il sera difficile pour le gouvernement de Saïgon et le gouvernement révolutionnaire provisoire de s'entendre pour appliquer les dispositions de cet accord et des protocoles qui l'accompagnent et dont Gérard Saint-Paul nous rappelle maintenant le contenu. Signé ce matin comporte des dispositions d'ordre militaire et des dispositions d'ordre politique. Sur le terrain, d'abord, le cessez-le-feu sera réalisé sur toute l'étendue du Vietnam du Sud à compter de 24 h GMT aujourd'hui. Il sera 1 h du matin dimanche à Paris, 8 h au Vietnam et 19 h samedi soir à Washington, New York.
À la même heure, les États-Unis mettront fin à toutes les activités militaires de toutes leurs forces terrestres, aériennes, navales, d'où qu'elles viennent, contre le Vietnam du Nord. Dans un délai de 60 jours, c'est-à-dire avant le 29 mars, tous les personnels militaires et civils américains retenus prisonniers par les Nord-Vietnamiens devront être rendus aux autorités américaines. Les parties signataires de l'accord auront échangé entre-temps une liste complète des personnes capturées pendant le conflit. La libération des prisonniers politiques vietnamiens, qu'ils appartiennent aux forces régulières ou irrégulières du Nord et du Sud Vietnam, se fera dans les mêmes délais. Cette libération devra faire l'objet de négociations entre le Nord et le Sud Vietnam dans un esprit de réconciliation générale. Ce problème devra être réglé dans les 90 jours qui suivront l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Avant le 29 mars également, le retrait des troupes et conseillers militaires américains sera total. Le démantèlement de toutes les bases militaires américaines du Vietnam du Sud devra s'achever sous 60 jours à compter de la signature. L'application de toutes ces dispositions sera coordonnée, surveillée par les commissions militaires mixtes et la Commission internationale de contrôle, comprenant le Canada, l'Indonésie, la Hongrie et la Pologne. Sur le plan politique, cette Commission internationale de contrôle, qui comprendra 1160 membres, devra également surveiller le déroulement d'élections libres et démocratiques au Sud-Vietnam, élections que le Nord-Vietnam et les États-Unis s'engagent à garantir. Immédiatement après le cessez-le-feu, sera créé un conseil de réconciliation et de concorde nationale à 3 composantes égales et qui prendra ses décisions à l'unanimité. La réunification du Vietnam se fera par étapes sur la base d'accords entre le Nord et le Sud et sans annexion d'une partie par l'autre. On constate qu'il n'est nullement question dans tout cela du retrait de troupes nord-vietnamiennes déjà installées au Sud. Par contre, le déminage des eaux territoriales, des ports et des canaux nord-vietnamiens, vous voyez ici le largage des mines, ce déminage commencera dimanche à 0 heure et sera conduit sous la responsabilité des États-Unis au Nord-Vietnam. Il va donc y avoir maintenant un certain nombre d'étapes qui, peu à peu, doivent permettre aux belligérants d'hier de faire la paix. D'abord avec l'aide d'organismes composés de neutres, ensuite seuls. Voici quel est ce calendrier de la paix. Le 28 janvier 1973 à 0 heure GMT, soit 1 heure du matin, heure de Paris, cessez-le-feu sur l'ensemble du Sud-Vietnam. Saigon et le GRP rentrent en contact pour former un Conseil national de réconciliation et de concorde nationale à 3 composantes. Le 29 janvier, 24 heures après le cessez-le-feu, premièrement, mise en place des organismes de la Commission internationale de contrôle et de surveillance. Deuxièmement, entrée en fonction de la Commission militaire mixte quadripartite. Le 30 janvier, 48 heures après le cessez-le-feu, entrée en fonction des commissions militaires mixtes quadripartites, régionales, excusez-moi. Le 2 février, premièrement, mise en vigueur du plan américain sur le retrait de leurs troupes, réalisé en 4 tranches de 15 jours. Deuxièmement, chaque partie rend public le texte du protocole sur la libération des prisonniers. Le 12 février, déminage des mines. Le 27 février, 30 jours après le cessez-le-feu, réunion d'une conférence internationale dont le siège n'a pas encore été désigné. Le 29 mars, premièrement, fin du retrait des troupes américaines du Sud-Vietnam. Deuxièmement, démantèlement des bases. Troisièmement, fin de la libération des prisonniers. Quatrièmement, fin des activités de la commission militaire mixte quadripartite. Le 28 avril, ouverture des négociations pour la libération des détenus politiques. Mais, je vous l'ai dit, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'à la nuit prochaine, 1 heure de matin, heure de Paris, quand le cessez-le-feu sera officiellement proclamé, la guerre aura continué. Nord-Vietnamiens et Viet-Cong ont lancé la nuit dernière l'assaut final pour s'emparer du maximum de villages et de terrains, partout, sur les hauts plateaux, dans les plaines proches de la côte, dans le delta, autour de Saigon et des bases américaines, partout, en ce moment même, on continue de se battre. Un exemple, plusieurs bataillons nord-vietnamiens et Viet-Cong tentent de s'emparer de Tay Ninh, une ville située à 90 km de Saigon et qui est le centre spirituel de la religion caodaïste. Les forces communistes pourraient tenter d'y installer leur gouvernement. Sur le plan politique, le président Thieu, le chef du Sud-Vietnam, n'a pas caché qu'il entendait interpréter les accords conclus de la manière la plus restrictive qui soit, et c'est la raison pour laquelle, à Saigon ce matin,
l'espérance en une véritable paix proche et durable est teintée de beaucoup de scepticisme. Michel Bader. Nous sommes en ce moment à Saigon, à 12 heures exactement du cessez-le-feu au Vietnam. Et il y a ici une ambiance assez insaisissable. Saigon est effectivement très calme, presque trop calme. Rien, absolument rien, ne laisse supposer qu'on est peut-être en train de vivre les dernières heures d'une guerre qui a commencé en fait il y a 30 ans. La population est-elle blasée, ou bien s'oblige-t-elle à conserver un flegme qui frise presque l'indifférence? Son comportement est en tout cas difficile à comprendre. En fait, on a l'impression que les Vietnamiens voudraient bien croire à la paix, mais ils se forcent à ne pas y croire et au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas du tout. D'ailleurs, en ce moment même, de très durs combats sont en train de se livrer à une soixantaine de kilomètres au nord de Saigon, sur la nationale 13, entre troupes sud-vietnamiennes et nord-vietnamiennes. Chacun tente de gagner les derniers mètres de terrain, de contrôler le maximum de villages, mais ceci au prix de très lourdes pertes. Alors évidemment, il est assez difficile de croire à la paix quand en même temps on entend le canon gronder. C'est peut-être la raison pour laquelle à Saigon, l'ambiance est un peu à l'image du climat. Elle est assez pesante, lourde. Première application pratique des accords, une délégation militaire du Nord-Vietnam et du Viet Cong a quitté Paris ce matin pour Saigon. Pour éviter tout incident à leur arrivée, les délégués, dans un premier temps, seront logés dans la base militaire de Saigon avec recommandation de ne pas en sortir. Voici ce qu'a dit leur porte-parole avant de reprendre l'avion ce matin. Nous viendrons à Saigon, peut-être demain, pour assister à la première séance préparatoire pour la rencontre des chefs de délégations militaires des 4 côtés. Nous sommes disposés, pour notre part, à respecter strictement et scrupuleusement les clauses de l'accord conclu entre les 4 parties. Et nous espérons et nous exigeons que tous les autres côtés, de même, respectent et appliquent strictement et scrupuleusement avec nous les clauses du traité. Avant de signer les accords avenue Kléber, M. Rogers, le secrétaire d'État américain, a été reçu ce matin par M. Georges Pompidou. L'entrevue, prévue pour 25 minutes environ, a en fait duré 1 heure. Le secrétaire d'État américain s'est refusé à toute déclaration, tant à son arrivée qu'à son départ. Il s'est contenté de saluer de la main les journalistes et les photographes. Et tant à l'Élysée que du côté américain, on s'abstient de tout commentaire sur cet entretien. Mais hier soir à Orly, à sa descente d'avion, M. Rogers, après avoir souligné que les États-Unis étaient prêts à consacrer tous leurs efforts pour que la paix au Vietnam soit réelle, avait ajouté « Je vais remercier le gouvernement français au nom du président Nixon pour son hospitalité et je me réjouis de voir le président Pompidou ». Une information qu'on m'apporte à l'instant même à la suite des manifestations qui se sont produites ce matin avenue Kléber, où il y avait des partisans du Nord-Vietnam et du Viet Cong qui ont accueilli les délégations les représentants de ces 2 pays pour la signature des accords. Les autorités sud-vietnamiennes se sont plaintes auprès du gouvernement français. D'autre part, je vous rappelle qu'une 2e cérémonie de signature aura lieu cet après-midi avenue Kléber et que nous en assurerons la retransmission en direct à partir de 15h10. En France, le week-end est bien entendu placé sous le signe des élections. 2 manifestations aujourd'hui. D'une part, le congrès des élus locaux, avec ce matin un discours de M. Pierre Messmer qui a parlé des mesures envisagées par le gouvernement pour les collectivités locales et la décentralisation. D'autre part, cet après-midi, le meeting de la gauche unie sur le thème « Le programme commun et la culture ». Hier, à Châteaudun, M. Gaston Defferre a dit « Il faut voter pour les candidats socialistes et les radicaux de gauche dès le premier tour si l'on veut que la gauche gagne la bataille au 2e tour ». Et à Biarritz, M. Alexandre Sanguinetti, député UDR de la Haute-Garonne, a déclaré que si les communistes et leurs alliés gagnaient, ils s'efforceraient d'appliquer la Constitution d'une façon littérale afin d'en paralyser le fonctionnement. Les pilotes et les mécaniciens d'Air France se mettront en grève du 1er au 4 février. Toutefois, cette grève pourrait être annulée si la discussion prévue pour lundi entre les syndicats et la direction d'Air France
aboutissaient à un accord. Le conflit porte principalement sur les conditions d'emploi et l'application des règlements. C'est l'isolement et le mal du pays qui ont incité un élève algérien, Mohamed Radjei, à mettre le feu dans les locaux du lycée Pierre-Corneille à Rouen. Il n'a fallu que quelques heures aux policiers de Rouen pour trouver le coupable qui a très vite avoué. Moins de 12 heures après le deuxième incendie criminel du lycée Corneille de Rouen, l'auteur a été arrêté. Il s'agit d'un élève de mathématiques supérieures âgé de 21 ans, Mohamed Radjei, de nationalité algérienne. Son mobile, atteint du mal du pays, il voulait attirer l'attention de ses parents. Le commissaire divisionnaire Cabane du SRPJ de Rouen expliquait hier soir comment le pyromane avait pu être identifié. Il s'agit évidemment d'un délinquant primaire qui a commis des fautes que nous avons exploitées. Lors des 2 séries de constatations que nous avons faites, nous avons trouvé des éléments matériels. Pour les désigner, nous avions 2 jerrycans en matière plastique, 3 jerrycans plus exactement. Et nous avons, avec l'analyse des substances incendiaires, nous avons déterminé qu'il s'agissait d'essence. La deuxième série de constatations nous a permis aussi d'établir que, très vraisemblablement, et c'était une hypothèse de travail, que l'auteur de l'incendie était à l'intérieur du lycée. Donc, on ne pouvait déduire que l'incendiaire s'était procuré, très vraisemblablement, les contenants et le contenu de matière incendiaire aux alentours du lycée. Un tribunal britannique a prononcé une condamnation plutôt originale envers un jeune homme qui se droguait. Il l'a condamné à faire des ménages chez des personnes âgées, pensant que cela lui serait plus utile que de l'envoyer en prison. Peter Gill, 20 ans, étudiant à l'université de Nottingham, vient d'être condamné pour avoir possédé sur lui des doses de hashish et avoir admis en user régulièrement ainsi que d'autres drogues plus nocives. Peter, dont on peut penser qu'il pousse l'originalité un peu trop loin, est en fait un garçon intelligent, très intelligent même. C'est un étudiant brillant mais inadapté. Il s'évade à sa manière de ce qu'il appelle l'asservissement de l'homme dans le monde moderne. Mais son fond naturel est bon. La justice anglaise, qui doit prouver, comme vous le savez sans doute, avant de l'emprisonner, qu'un homme est coupable et non pas qu'il est innocent, a tenu compte des qualités de Peter et l'a condamné, première peine de cette sorte jamais infligée en Grande-Bretagne, à effectuer 120 heures de travaux manuels au service de personnes âgées ou diminuées physiquement. Réponse de Peter, aider son prochain ne peut pas être considéré comme une sanction. La justice britannique, toujours elle, qui a plus d'un tour dans son sac, a donc répliqué « Très bien, vous êtes condamné à effectuer 120 heures de tâches ingrates. Lessiver, récurer, nettoyer, astiquer, faire briller, en fait, user vos genoux et vos mains pour savoir enfin ce que travailler veut dire. » Je me demande entre nous ce qu'en pensent les ménagères françaises actives. C'est ainsi donc que Peter, notre hippie flamboyant, est devenu licencié S-nettoyage sous surveillance, avec beaucoup de gentillesse et de compétence, je tiens à le dire. Ce qu'il en pense, cela vaut mieux, dit-il, que de ravauder en prison des sacs de toile pour les PTT ou compter des milliers de boîtes de cirage. C'est aussi l'avis du gouvernement britannique qui entreprend activement depuis le 1er janvier une campagne de récupération des jeunes drogués récupérables. Une affaire à suivre. Monsieur Felipe Huarte est rentré chez lui. Monsieur Huarte est cet industriel espagnol de Pamplune, enlevé il y a 10 jours par des séparatistes basques. Les ravisseurs l'ont relâché hier soir sur une route déserte près d'Irún. Monsieur Huarte a déclaré qu'il avait été bien traité. L'acteur Edward G. Robinson est mort hier à Hollywood. Edward G. Robinson était l'une des personnalités les plus marquantes du cinéma américain. Il avait tourné une centaine de films, il jouait très souvent les rôles de durs, de gangsters, parfois même de traîtres. Avec ses cachets, Edward G. Robinson s'était constitué une collection de tableaux qui passe pour être l'une des plus remarquables d'Hollywood et même des États-Unis. Edward G. Robinson avait 79 ans. Les douaniers français ont réussi une jolie prise au large de Nice. Intrigués par les allées et venues d'un caboteur battant pavillon panaméen, ils sont montés à bord et ils ont trouvé dans la cale 400 000 paquets de cigarettes blondes. C'était naturellement de la contrebande.
Les meilleurs judokas du monde sont à Paris pour participer au tournoi qui a lieu aujourd'hui au stade Pierre de Coubertin. Ils représentent une dizaine de nations, dont naturellement le Japon. Au tournoi de Paris de judo qui commence tout à l'heure au stade de Coubertin, la présence des Japonais sera l'attraction numéro 1. Ces Japonais sont les meilleurs de leur pays, comme nous l'explique Henri Courtine, directeur technique du judo français. Ces judokas japonais ayant été sélectionnés au cours d'une compétition nationale, les Japonais se sont présentés dans les meilleures conditions possibles. Ce sont des combattants qui ont battu les judokas qui avaient été sélectionnés à Munich en septembre dernier. C'est donc la première catégorie et ils sont, si vous voulez, de même valeur que les judokas sélectionnés olympiques. Vous savez qu'au Japon, le judo est un sport national, presque une religion. Mais les Européens ont fait de très gros progrès, remportant 3 des 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Munich. Dans ce tournoi de niveau mondial, la France, qui compte plus de 300 000 licenciés, est représentée par une équipe de 23 judokas, avec à sa tête bien sûr Guy Offray et les 2 médaillés de Munich, Jean-Paul Koch et Jean-Jacques Mounier. La descente du Hahnenkamm à Kitzbühel est certainement l'une des descentes les plus difficiles du monde et il n'est pas un champion qui ne rêve de l'inscrire à son palmarès. Nous allons savoir quelle a été le plus rapide aujourd'hui. Cette descente du Hahnenkamm a lieu en ce moment même. Patrick Chapuis. Eh bien, Claude Guillaumin, cette descente n'est pas tout à fait terminée pour l'instant. Il en attend surtout, bien sûr, le 28e qui est David Zwilling. Mais voici Roland Colombin qui, pour l'instant, a réalisé le meilleur temps. Roland Colombin, le Suisse, qui, s'il remporte cette descente, remportera donc sa 4e descente de la saison. Une domination suisse puisque derrière Colombin, c'est actuellement Russie qui est classé second à 17 centièmes seulement. Vous voyez que cette descente, qui a vraiment la réputation d'être la descente de la peur, est une descente extrêmement difficile. La vitesse y atteint par un moment 130 km/h, bien que ce matin, un léger redout ait ralenti nettement la vitesse des skieurs, puisque les temps, les meilleurs temps, sont inférieurs à ce qui avait été réalisé hier pendant la non-stop. Le temps de Roland Colombin, 2:13:32. Derrière lui, Bernard Russi, qui est à 17 centièmes. Les Français pour l'instant, Henri Duvillard est classé 6e et Bernard Ancel est classé 10e. Mais je vous le répète, les 2 Suisses en tête, ce n'est pas un classement définitif. Nous attendons David Zwilling, qui a réalisé le meilleur temps de la non-stop. La semaine de présentation de haute couture se termine et nous poursuivons aujourd'hui notre tour d'horizon des modèles que les grands couturiers parisiens vous proposent, madame, pour le printemps et l'été prochain. Je suis en train de porter le numéro 51. Le manteau est un cardigan 7/8e, blanc. La robe est en crêpe de Chine, rouge orangé, à rayures. Il y a des manches ballons, la robe est très légère. Oui. Je porte un manteau en Shetland bleu tendre, avec un dos froncé à la taille, sur une robe de voile de laine blanc, plissé soleil. La ceinture bijou est assortie aux boucles d'oreilles, c'est-à-dire la ceinture bijou qui accompagne la robe. Moi, je porte le numéro 52, manteau lainage jaune, sur robe crêpe de Chine imprimée vert, bleu, jaune, rouge, orangé. Cravate nouée. Alger? Alger? Oui. Allô, c'est la RTA, là? C'est RTA qui est là? Enfin, moi, je porte le numéro 76. Magnéto point central. Alors, les AT2 diffusent bien cette... Robe organza blanc, brodé rose vif et rose églantine. C'est-à-dire que ce sera sur le vaisseau 24. Allô? Régie 2, terminé pour Orly. Pour le printemps, ma mode sera une mode très gaie, très jeune, très souple, d'un esprit tennis, en crêpe blanc plissé. La taille est souple, des chaussures plates. La taille est à peine indiquée.
avons beaucoup de blanc. Je considère quand même le blanc comme une couleur. Beaucoup de blanc, beaucoup de bleu marine. La veste que vous voyez là, d'ailleurs, la bleu marine gancée de blanche, est une veste réversible. Pour garder la souplesse des tailleurs, ils sont tous traités en réversible. Il faut considérer que c'est une femme moderne, actuelle, décontractée, qui porte des robes qui sont très féminines. Et enfin, nous allons retourner à Kitzbühel pour continuer à suivre la descente de Kitzbühel, du Hahnenkamm, l'une des plus difficiles du monde. Patrick Chapuis, où en est-on? Eh bien, nous regardons maintenant Henri Duvillard. Henri Duvillard qui est passé tout à l'heure et qui a réalisé pour l'instant le 6e temps. Néanmoins, je vous le répète, il est impossible de dire que c'est le temps définitif puisque nous attendons toujours David Zwilling. David Zwilling qui est le meilleur sur cette piste, du moins pendant la non-stop, et qui passe en 28e position. C'est un skieur qui était mal classé en début de saison. Il est donc un peu handicapé par ce départ tardif. Henri Duvillard qui va réaliser 2 minutes 15 secondes 78 centièmes sur cette piste très rapide. Je vous rappelle tout de même que c'est toujours Jean-Claude Killy qui détient le record de cette piste dans un temps étonnant puisqu'il est inférieur de près de 4 secondes au temps réalisé aujourd'hui par Duvillard. Le temps de Jean-Claude Killy, 2 minutes 11 secondes 92 centièmes. Je vous rappelle l'information principale de cette journée, bien sûr vous la connaissez. Il y a 2h30 maintenant que la paix est officiellement signée au Vietnam. Elle a été signée à 11h ce matin au centre des conférences internationales de l'avenue Kléber à Paris. Et c'est à 1h du matin, heure de Paris, la nuit prochaine, que le cessez-le-feu doit sur le terrain intervenir, mais que jusqu'à 1h du matin, hélas, les combats continuent, puisqu'un certain nombre d'offensives, de part et d'autre, ont été déclenchées au cours des dernières 24 heures pour que chaque camp essaye d'obtenir le maximum de terrain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de nous avoir prêté attention et je vous souhaite un bon après-midi.